Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Ouvert Inventaire. Alors Louis, bonjour. Bonjour. Bonjour Alénis. Bonjour. Oui, il me regarde en se disant peut-être qu'on devrait recommencer cet enregistrement, mais non, j'assume entièrement Il d'avoir manque des foiré mon début. Allez, générique. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors, nous sommes aujourd'hui ensemble réunis pour notre deuxième émission consacrée aux films d'animation français, mon cycle préféré d'Ouvert pour Inventaire. Je vous remercie à tous pour vos écoutes plus nombreuses chaque instant. Deuxième émission aujourd'hui consacrée l'inénarrable Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud et écrit bien entendu par ce cher Jacques Prévert. Film sorti en 1980, mais immédiatement, Louis va nous dire parce que quelque chose d'important, parce que le film, cette version-là dont nous parlons aujourd'hui, est sortie en 1980, mais cela est bien antérieur en réalité. Oui, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer rapidement. Alors très très rapidement parce que l'histoire du Roi et l'Oiseau est assez riche et intéressante. Puisqu'en effet, le film est sorti en 1980, mais la production a, elle, commencé en 1946. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un film à la base adapté d'un roman d'Andersen, La bergère et le ramoneur. Et en 1946, un projet d'adaptation de ce conte d'Andersen va être initié par un studio qui s'appelle le studio Les Gémeaux, qui a été créé par Paul Grimaud et un certain André Sarru, qui ont créé ce studio en 1936 avec pour ambition de faire le premier long métrage d'animation français. Donc, lancer un projet très ambitieux avec vraiment l'ambition de concurrencer les Américains sur le terrain de l'animation. Sauf que pour divers problèmes financiers, aussi pour des raisons d'embrouille, en fait, tout le monde s'est plus ou moins embrouillé sur ce projet. Le film ne va pas aboutir comme prévu. Il y aura une version qui va sortir en 1953. Qui va s'appeler La Bergère. Décidément, je vais vraiment en faire une romance. Bref, je vais vraiment en faire un truc homoérotique. Donc il y a une version qui s'appelle La Bergère et le Ramoneur qui sort en 1953, mais qui va être désavouée par Paul Grimaud, qui n'assume pas la version qui est sortie et qui a été faite dans son dos, puisqu'il n'a pas pu superviser le film jusqu'au bout. Mais malgré tout, le film va beaucoup impressionner à l'époque. Il ne va pas rencontrer un très grand succès public parce qu'il va sortir dans des mauvaises conditions. Mais au sein de la profession, ça va devenir une vraie référence. Il faut savoir qu'il va gagner un certain nombre de prix et qu'il va vraiment susciter l'admiration de beaucoup de personnes, dont les futurs créateurs du studio Ghibli au Japon. Donc Le Roi et l'Oiseau, dès sa première version, connaît un grand succès d'estime auprès des techniciens. Et on en parlera peut-être, c'est vrai que le film conserve un côté techniquement très impressionnant dans la fluidité de l'animation, la qualité des dessins, etc. Paul Grimaud lâche pas l'affaire, il va racheter les droits quelques décennies plus tard auprès du producteur qui les détenait, et va achever le film qui va du coup s'appelait cette fois Le Roi et l'Oiseau, qui va sortir en 1980 et qui va être composé en réalité d'un mélange du film initial de 53 et de toute une partie qui va être animée à partir de zéro, puisqu'il va découvrir qu'une partie de ses travaux à lui, qui était ce qu'il envisageait à la base, ont été détruits entre-temps. Et donc le film mélange un remaniement de ce qui avait été fait en 53 et des images totalement redessiné pour l'occasion. Et à sa ressortie en 1980, ça va être un très grand succès public et un très grand succès d'estime. Simplement pour resituer, c'est le tout premier film d'animation qui va remporter le prix Louis Deluc, qui est un prestigieux prix qui récompense des films français. En France, c'est un prix français qui récompense chaque année un film français, et donc c'est le premier film d'animation à gagner ce prix, et qui devient un jalon essentiel dans l'histoire du cinéma d'animation français, mais même international, puisque ça fait partie de ces films qui, à une époque où c'était pas du tout monnaie courante, vont concurrencer en termes de succès Disney, mais aussi en termes, disons, de canon, puisque c'est un film qui a volontairement qui propose autre chose, disons, volontairement, que ce que pouvait proposer Disney à l'époque, notamment en assumant complètement de s'adresser aux enfants
et aux adultes, ce qui était déjà le cas du projet initié en 46, sachant qu'à cette époque, on est vraiment sur le succès de Blanche-Neige et les Sept Nains, qui est un film pour enfants, et qui va vraiment déterminer, on va dire, une certaine norme de qualité pour les films d'animation. Donc ça devient difficile à partir de ce moment-là de concurrencer Disney, qui évidemment a beaucoup d'argent. Voilà pour l'histoire du Roi et l'Oiseau, qui a connu plusieurs versions, et aujourd'hui celle qui est communément diffusée et notamment disponible en DVD et Blu-ray chez Studio Canal, c'est bien évidemment la version de 1980, qui est la version désirée par Paul Grimaud, accompagnée d'une musique aussi refaite pour l'occasion par un certain Wojciech Kilar, qui avait composé la BO de Dracula de Coppola. Et oui, il y a un ouvert pour inventaire Cinematic Universe, Quentin s'en étouffe. Et à savoir que Wojciech Kilar, c'est vraiment un compositeur qui tue. Mais tout à fait, et effectivement, la BO de ce film est absolument admirable. Alors, je sais plus ce qui reste de Cosma et ce qui est de lui, etc. Mais c'est très, oui, elle est très très belle. La musique de ce film est très très belle. Alors, bah voilà. Eh ben, moi, ce que je peux dire, c'est que juste au niveau information pour pouvoir voir le film d'animation. Il est également disponible gratuitement sur archive.org en français, puisque c'est un film français, avec des sous-titres espagnols, mais qui prennent pas toute la place de l'écran, donc il est aussi... Enfin, moi, personnellement, je l'ai vu comme ça, quoi. Sachant que, pour préciser, la version proposée chez Studio Canal est une version restaurée très belle. Celle qui traîne sur les archives est une version un petit peu de qualité très moyenne. Le film est regardable, mais voilà, pour voir le film peut-être dans toute sa splendeur, tournez-vous vers le Blu-ray de chez Studio Canal, mais effectivement, c'est un film qui se trouve sur les archives, de manière, à mon avis, relativement légale. Mais c'est un autre sujet, parce que sur les archives d'Internet, par ailleurs, il y a tout un tas de choses qui ont le droit de s'y trouver. Mais bon, le film est disponible dans plusieurs endroits, mais il est assez difficile à trouver en VOD, par ailleurs, dans une bonne qualité. Alors, n'y allons pas par quatre chemins. Si vous n'avez pas vu ce film, alors que ça fait 43 ans qu'il est disponible, c'est évidemment dommage. Donc, pitch extra rapide, un roi omnipotent. Charles et 5 font 8 et 12 font 5, enfin 16 quoi. Notre petit Manu, parce qu'on avait dit qu'on en reparlerait de nos histoires politiques, et on va voir comment finit ce roi. Alors, eh bien, donc Charles, mon cul sur la commode là, est un roi. Alors, il se trouve qu'il va être très rapidement dès le début du film remplacé par son portrait, qui va sortir comme ça et qui va l'éliminer. Mais ce qui ne change rien en réalité, c'est un passage étonnant d'ailleurs, parce qu'en soi ça change pas le fait que ce roi, que ce soit le vrai ou sa copie, est très amoureux de la petite bergère, mais qui elle en pince pour le ramoneur. Voilà. Donc évidemment, toutes les blagues sur la bergère qui se ferait hypothétiquement ramoner sont strictement interdite autour de cette table. Je vous vois depuis tout à l'heure essayer de la placer et je ne sais pas où me mettre. Donc hypocrite. Donc bon, alors évidemment, lui, il veut pas que elle aime l'autre. Donc le roi, avec tout son pouvoir, va organiser un mariage de force avec cette brave petite bergère. Mais évidemment, il y a le deuxième personnage du titre, l'oiseau, ce grand perroquet formidable, un peu complètement narrateur d'ailleurs au départ de l'histoire, qui va s'occuper de ce petit couple et qui va les sauver. Voilà. Eh ben c'est tout. Voilà, film d'enfance. Alors pas pour Alénis, d'après ce que nous disions tout à l'heure hors antenne. Tu l'as découvert pour l'occasion. Alors je l'ai pas découvert pour l'occasion, mais par contre je l'ai découvert tardivement. Je devais avoir peut-être déjà 17-18 ans quand je l'ai vu pour la première fois. L'année dernière donc. Non, malheureusement ce n'est plus le cas. Mais donc je l'ai redécouvert pour la deuxième fois seulement. Et effectivement, il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup dans ce film d'animation, et les dialogues en font grandement partie, ainsi que la musique. Voilà. Tout à fait. C'est extrêmement beau. Peut-être qu'on verra les parties qui nous peut-être embêtent un peu plus, mais vraiment de façon très très délicate, parce que ça reste, je crois, objectivement un très beau film. Louis, découverte ancienne, je veux dire. Oui, école primaire, pour le coup. C'est vraiment un souvenir d'enfance, et j'ai découvert au cours de ma courte et pathétique existence que c'est un film que pratiquement, peut-être pas tout le monde, mais un très très grand nombre de personnes de notre génération, donc milieu des années 90, enfin ceux qui sont nés au milieu des années 90, peut-être même avant aussi, l'ont vu enfant.
Et l'ont vu notamment à l'école. J'ai l'impression que c'est vraiment un film que les maîtresses ou les maîtres d'école montraient assez facilement, et c'était mon cas. Donc je l'ai vu, à mon avis, du coup, au moment de sa ressortie. Alors, je l'ai pas vu au cinéma, mais à savoir que le film est ressorti en 2003, avec vraiment une ressortie nationale en France assez conséquente, qui a permis à beaucoup de gens de le revoir. Je pense que c'est à peu près dans ces eaux-là que je l'ai redécouvert, voilà, aux alentours de début des années 2000. Et puis je l'ai revu pour la deuxième fois, en réalité, je l'avais jamais revu depuis, à l'occasion de cette émission. Et je me rends compte que j'avais toute une imagerie en tête. Je me souvenais très très bien du décor très impressionnant du château, une espèce de truc un peu kafkaïen, quoi, qui est complètement absurdement vide, parce que le mec en fait est seul parce qu'il est détesté de tout le monde. Ça s'ouvre comme ça d'ailleurs, hein. C'est un roi qui déteste le monde et en retour le monde le déteste, il lui rend bien. Et je me souvenais bien des décors, etc. Je me souvenais assez peu en réalité en détail de l'intrigue. Je me souviens des personnages qui s'enfuient. Je me souvenais très vaguement de ça, mais j'ai vraiment redécouvert le film pour le coup. Et toi, Quentin moi, vu et revu régulièrement. Enfant, il devait traîner une VHS quelque part, donc on le regardait très très souvent. Et puis, je pense même que, comme j'avais le DVD à la maison, c'est que j'avais dû le revoir il y a quelques années. Et donc c'est vrai que j'ai pas découvert quoi que ce soit là. En revanche, pour l'anecdote croquignolette mignonnette, eh bien, j'ai un petit chat à Glasgow qui a découvert lui pour la première fois, puisque ce petit fils de pute a passé une demi-heure devant l'écran. Voilà, donc je voyais pas tout parce qu'il était là complètement absorbé. Bon, comme moi, je crois qu'il décroche vers le milieu, mais enfin la première demi-heure, il a été extrêmement assidu. Il voulait chasser l'oiseau. Ben il y avait ça, peut-être le roi aussi. Enfin bon, il était très très concentré. Un chat de gauche. Oui, bah quand même, il est dans une bonne maison, même si les chats sont quand même peut-être plutôt de droite. Ah oui, je pense. Clairement. Les chiens c'est de gauche, les chats c'est de droite. Voilà, exactement. Oui, ontologiquement parlant. C'était la minute Antoven. Donc bon, en fait, on sait pas trop quoi dire de ce Pardon, film. Mais j'ai une vanne. C'est un livre de ton prochain roman, Quentin. Comment? Si tu fais un roman, les chats c'est de droite, les chiens c'est de gauche. Oui. Ben alors. Ah, le titre. Oui. Ah, c'est bien ça. Bah c'est bien, c'est rigolo. Oui, ça fait très Catherine Pancol, ça fait très, tu vois. Ce sera chez Stock. Voilà, et ça sera vendu à 2 millions d'exemplaires et vous ne me verrez plus parce que j'aurai plein de pognon. Alors. En attendant, t'as pas de pognon et on parle du roi et l'oiseau. Voilà, le roi et l'oiseau. Pitoyablement. Bon, non, mais alors oui, je sais pas, en fait, c'est difficile d'en parler de celui-ci parce qu'on va pas forcément avoir vraiment de divergence parce que, effectivement, il est esthétiquement magnifique, il est. Très très fluide. L'animation est d'une qualité en termes de mouvement, en termes de gestuelle. On a toujours l'impression que les personnages dansent plus ou moins lorsqu'ils se meuvent dans l'espace. Les décors sont très beaux. Extrêmement. Et de ce côté-là, ça correspond à cette version des années 50 qui avait beaucoup impressionné. Et même dans les années 80, on a déjà un côté pas désuet, mais dans les années 80, on a déjà de l'animation japonaise qui émerge, etc., notamment en France. Et on a toujours une espèce de design très arrondi, justement un peu en mode années 40. On pense notamment aux classiques de l'animation américain, que ce soit chez Disney ou Tex Avery, des choses comme ça, avec des personnages très arrondis en termes de design et une animation très arrondie. Alors c'est un peu abstrait à imager si on n'a pas en tête ça, mais le moindre mouvement a un côté très mou. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Très rond. Très rond, voilà, c'est ça. Et on retrouve ça, et du coup, il y a aussi un énorme charme, en fait, à voir un film réémerger en 1980, qui conserve une espèce de pureté d'une animation, alors, pas du tout début, parce que dans les années, mine de rien, dans les années 40, en fait, l'animation a déjà une histoire, notamment française, avec Émile Coll, etc. On le rappellera jamais assez, que l'animation, c'est un truc assez français, quand même. Helmut Kohl. Helmut Kohl. J'ai pas la ref. Ancien chancelier allemand. Ah oui. Voilà. Moi j'étais sur le cinéma, écoute. Oui. Moi je suis que cinéphile. Ben non, mais comme tu t'étais lancé dans les chroniques politiques, je m'étais dit. Oui, c'est vrai. Alors, Helmut Kohl, chancelier allemand à l'époque de Mitterrand. Pour ceux qui l'ont loupé, vous pouvez écouter mon petit billet d'humeur que j'ai décidé d'appeler la minute cinégriffe. C'est très très bien. Et qui était la semaine dernière sur un personnage politique contemporain du nom d'Emmanuel Macron. Voilà. Mais oui, c'était ça notre fil conducteur. Voilà pourquoi on devait parler de ce film. Parce que c'est un film sur un monarque. Un monarque. Alors c'est quand même. Et attention, parce que tout ça, tout allait être lié, mais du coup, tu me fais apprendre un raccourci, c'est parfait. L'animation japonaise, chose très étonnante, c'est qu'à la fin, on a un roi qui est déchu, et qui est déchu par un Gundam. C'est-à-dire un robot géant. Je me suis dit, tout à coup, on a au milieu d'un truc assez français, alors qu'il y avait quand même pour ambition d'être exporté, donc le film n'a pas une identité non plus. Le royaume de Taticardi, c'est un truc très fantaisiste, qui a pas forcément d'attache architecturale. C'est un imaginaire européen, on va dire. C'est pas spécifiquement français. Et au milieu de ça, vers le milieu, plutôt la fin du film pour le coup, un robot géant qui émerge.
et qui fait penser au Gundam pour le coup, c'est-à-dire les robots géants japonais qui dans les années 80 sont déjà existants. Alors je suis pas sûr que dans les années 80 en France ce soit encore très Répandu, à mon avis ouais. c'est plus fin des années 80 début des années 90, mais c'est assez étonnant, une espèce de circulation comme ça. Alors du coup, est-ce que c'est lui qui a influencé les Japonais ou l'inverse? Je ne sais point. Et par ailleurs, je ne sais pas si c'était une version de 53 parce que cette version-là, j'ai pas réussi à la trouver pour le coup. J'aurais bien aimé pouvoir faire un comparatif un peu précis, mettre les deux versions à côté comme ça, vraiment en mode les experts. Mais du coup, je sais pas en fait si c'est un rajout, si c'est un truc vraiment de Paul Grimaud qui était pas dans la version initiale. Voilà, je ne sais pas dans quel sens se fait l'influence, mais ça me fait rire de voir un robot géant dans ce film à la fin, et qui correspond à son côté un peu foufou parfois, avec un espèce d'imaginaire assez décomplexé en réalité, et qui fait penser tout un pan de l'animation qui va arriver après, et avec lequel nous on a beaucoup grandi pour le coup, en termes d'animation débridée, où il y a l'imaginaire complètement libre. Pour le coup. Ouais. Oui, parce que ce robot, pour préciser pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est au départ le robot du roi, qui sert justement d'arme absolue, d'arme de défense, d'attaque, de machin, qui peut tout briser, et notamment c'est ce qu'il fait avec une partie de la ville basse ou je ne sais quoi, bref. Et ensuite, le pilote de ce robot est morigéné par l'oiseau, et l'oiseau reprend les commandes de ce machin, et donc là, c'est comme ça qu'on va pouvoir se débarrasser du roi, car on finit toujours par se débarrasser des rois qu'on n'aime pas. Il y aura tout à Manu. Moi, ce que j'aime beaucoup avec ce film d'animation, c'est tout le... Mais justement, ça a à voir avec ce robot, puisque c'est tout l'aspect technologique qu'on retrouve dans le palais. Et notamment, une de mes scènes préférées, c'est cette espèce d'ascenseur du futur qui monte, parce que le château est construit vraiment en hauteur, qui monte, et tu sais, t'as la petite voix de l'ascenseur qui te dit tous les étages. Alors là, c'est la prison, et c'est le ministère de la guerre, et tout. Et j'adore cette scène, elle me fait... Le fameux inventaire à la Prévert. Finalement, voilà, c'est ça. Prévert qui a réussi à mettre, sa petite patte de manière assez significative sur le film, pour le coup. Et c'est marrant parce que beaucoup d'enfants, du coup, si on leur a un peu introduit le film à l'école, on le nomme Prévert associé à ce film, qui pour le coup est un film pour enfants, on le disait, pensé aussi pour les adultes, parce qu'il y a aussi, du coup, toute cette... Alors ce qui est intéressant en plus, c'est que les couches ne viennent pas se superposer artificiellement, c'est que c'est la même couche en réalité, mais dont les lectures peuvent se faire différemment en fonction de l'âge. Mais il n'y a pas ce truc qu'on dit souvent de couche de lecture. J'ai l'impression que le film n'a qu'une seule couche, qui est celle de cette histoire de la fin d'un règne, en gros, avec tout cet imaginaire, mais qui plaît aux enfants parce que c'est une histoire assez simple à suivre et puis assez merveilleuse, avec des jolis décors. Mais pour les adultes, c'est la même histoire en réalité. Il n'y a pas de double interprétation, comme ça peut être le cas. Aujourd'hui, Pixar, on le dit beaucoup, par exemple. Il y a 2 couches. Ouais. Mais là, je trouve que c'est une des qualités du film, en réalité, de n'être qu'un seul bloc, en quelque sorte. C'est un maillage. Un maillage, si On tu pourrait veux. dire. Je vois pas du tout ce que tu veux dire par là, mais ok. Si tu veux. Tu vois, un peu comme un filet, quoi. Tu vois, un truc qui serait comme ça. Tu vois. Ah oui, un maillage, littéralement. Oui. Tu pensais à quoi? Il n'y a que maille qui maille. Il pensait à la moutarde. Je vois pas du tout ce que tu veux dire. C'est pas un film moutarde. C'est un film qui me monte au nez. Non, mais voilà, oui. Alors oui, cet ascenseur, très belle invention. C'est l'ascenseur social, hein. C'est l'ascenseur d'ailleurs, absolument. Pas du tout, parce qu'il est emprunté que par le roi. Bah oui. Donc, Et d'ailleurs, tellement emprunté que par le roi que quand il arrive dans ses appartements secrets, on imagine que c'est comme ça tous les jours. Et ben, il faut qu'il dégage le laquais plutôt que le ladre, c'est pas la même chose, qui l'a accompagné jusque là. Parce que bon, moi j'aimais bien son petit truc là, où il appuie sur des boutons et puis ça ouvre des trappes. il y en a partout. Il y en a partout. Et d'ailleurs, c'est l'arroseur arrosé puisque lui-même finira dans une trappe Tout à fait. une fois qu'il sera remplacé par Son portrait. Une scène qui est la scène terrifiante parce que je l'ai revu là hier et ça m'a refait le même effet que toutes les autres fois. Il y a quelques instants, quelques secondes terrifiantes au moment où le roi se réveille et découvre dans l'eau du tableau que son portrait commence à s'approcher de lui. C'est Ring en fait. Ouais, mais oui, clairement. Et surtout qu'il y a un moment où on ne sait pas si le portrait il est terrifié. Enfin, il y a une toute petite seconde de latence comme ça. Et en fait, après, il s'approche menaçant et c'est lui qui va le foutre dans les précipices, quoi. Et personne ne le sait puisque c'est l'identique. La seule différence, c'est que lui ne louche pas. Oui, voilà. Mais personne semble. Non, parce que tout son service d'ordre n'a pas l'air bien futé. Si tant est qu'un service d'ordre. Et puis il y a plus que ce service d'ordre autour de lui. Ça, c'est un des trucs aussi assez amusants du film, c'est que comme je disais, il a un château immense.
vide de manière complètement absurde parce que ça résonne quoi de vide et du coup de désamour qui s'incarne dans ce vide, le désamour du peuple. Et du coup il a que ses laquais et il y a des trucs assez drôles. À un moment un ascenseur qui monte et il y a un mec sur un pont qui fait vive le roi et on le voit qui salue personne, il est sur son ascenseur comme ça en train de saluer la foule composée de un mec sur un pont. C'est vraiment ça. Et du coup le décor, ça m'avait marqué enfant pour le coup, ce grand décor vide et qui en termes d'architecture est assez stimulant je pense quand on est enfant parce qu'on voit plein de tours qui s'imbriquent et il y a une espèce d'imaginaire du hors-champ où on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce château avec toutes ces pièces, qu'est-ce qu'on y trouve, qu'est-ce qu'on peut imaginer trouver à l'intérieur et ça pour le coup enfant ça m'avait marqué et je pense que typiquement chez Ghibli notamment chez Miyazaki il y a de l'emprunt de ce côté-là en termes d'architecture, de paysage et de décor qui invite aussi à imaginer ce qui peut se trouver derrière. Et pour le coup, c'est un truc qui m'avait toujours assez séduit. Et j'ai retrouvé ça même en tant qu'adulte lors de ce visionnage très récent. Et il y a beaucoup de détails aussi dont on fait pas forcément attention quand on s'intéresse uniquement à l'histoire, mais par exemple, j'ai aperçu au début du film deux trompettistes, je sais pas trop comment les appeler, qui ont des ailes et qui ont tu sais la jambe en l'air et en fait de loin t'as l'impression que c'est des statues et puis à un moment tu les vois bouger pour suivre le roi et c'est trop drôle quoi, c'est adorable. L'humour est vraiment pas mal. Dans le film, il y a un humour un peu absurde, presque à l'anglaise, notamment le nom du roi quoi, c'est le roi 16 je retiens 2. Oui, ça 5 plus. Et il le dit, c'est long et il le répète 8 à chaque 8 font fois. 16, un truc comme ça. Oui. C'est ça. Et moi un gag que j'aime beaucoup aussi qui est presque un truc à l'anglaise type Monty Python quasiment quoi, c'est il réfléchit au sort qu'il va pouvoir donner au petit ramoneur qu'il a capturé et il ouvre le code pénal et c'est marqué code pénal et il y a juste la photo d'un lion qui vient juste de bouffer quelqu'un. Son code pénal c'est vraiment une illustration littérale du sort réservé aux contrevenants. Et en termes d'humour c'est plutôt ma cam. Oui, je trouve ça assez drôle et en même temps le film alterne beaucoup, il n'y a pas tant de gags que ça. Le film se veut plutôt, alors j'aime pas tellement ce terme poétique avec des grosses guillemets, c'est-à-dire des moments un peu lyriques, assez beaux, avec une belle musique, la fameuse musique de Wojciech Killer, et notamment cette fin qui permet effectivement de se rendre compte que l'histoire du film, c'est vraiment, comme on le disait, c'est le grand sujet du film, ça paraît bête à dire, c'est la liberté, quoi. C'est comment les personnages arrivent à s'extraire de cette emprise absurde d'un roi dont le règne n'a plus aucun sens. Enfin, le mec est tout seul, il dirige rien du tout à part sa propre satisfaction. Et la fin en ça, elle est plutôt belle, elle est même très littérale, c'est-à-dire que le dernier plan, c'est littéralement on brise une cage. Oui. Un oiseau qui était tout le long du film prisonnier arrive enfin à s'échapper. Et ce que je trouve du coup marrant, c'est que l'oiseau du titre incarne vraiment une espèce d'esprit de contradiction. Il joue vraiment le fou du roi presque. C'est-à-dire, il vient jouer ce poil à gratter qui, par l'humour, par la malice, par la ruse, mais une ruse, disons, bien orientée, pas une ruse machiavélique. Vient incarner le souffle de liberté qui donne l'impulsion pour que tout bascule. Ouais. Et ce souffle passe par l'humour, la gaieté, par des choses très simples. Et pour les enfants, je trouve ça chouette, quoi. Il y a vraiment cette idée de... la liberté, ça se conquiert sur la tristesse du monde, quoi. Ouais, j'avoue, je suis fier, en vrai. Mais c'est très vrai, c'est-à-dire que cet oiseau est un petit peu, je pense pour un enfant, mais pour un adulte aussi, celui qu'on voudrait avoir, quoi, celui qui nous sort du pétrin, mais celui qui est effectivement cette espèce de je trouve pas non plus le terme parce que c'est pas le fou du roi dépend du roi, alors que lui n'en dépend pas. Oui, c'est mais c'est l'idée, mais en disant encore plus. Oh putain, voilà, le mec a 3 mots de vocabulaire. Oiseau, robot, cassé. Voilà. Il est au-dessus, quoi. Je veux dire, il est disruptif, quoi. Le mot valise du 21e siècle. Donc, bon, bref. Non, mais ils font preuve de résilience, quand même. Oh, exactement. C'est exactement ça. Allez, voilà. Fin de l'émission. Merci. Allez, ciao. Du coup, moi, j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Oui, pardon. Tu fais bien de me reprendre. Il est un peu transgressif par rapport oui. Et le mot, bravo, Alanis. Le mot est très juste.
Parce que Santé. voilà, il va pouvoir se moquer ouvertement du roi. Comme il vole, il est libre et donc lui se fait pas pincer. Bon, sauf une fois, mais il sera libéré. Bon, mais voilà, quand il monte jusqu'en haut du putain du château, c'est chiant. Et moi, c'est un truc qui m'avait marqué toute ma vie, quoi. C'est quand il fait son truc avec ses ailes et qu'il louche devant la vitre Pour se foutre de sa gueule. pour se foutre de la gueule du roi. C'est formidable. On a envie d'avoir Au début, des il lui ailes. reste que ça. Et oui. C'est-à-dire que le dernier truc, le dernier espace de liberté dans lequel lui il peut agir, c'est on m'attrape pas, et tant qu'on m'attrape pas, et ben je me foutrai de la gueule de ceux qui veulent m'attraper. C'est ça. Exactement. Et ça, c'est beau. Tout à fait. Surtout que le roi du début, qui a un côté presque un peu attachant quand il louche, tu vois, Bah, il est un peu il est moins... pathétique. Ouais, fait il de est la peine, pathétique. quoi. Et il peut pas viser parce qu'il est nul, en fait. Eh oui. C'est... Et comme à tous les rois, on lui cache qu'il est nul en faisant les trous comme Voilà, ça. à sa place. À sa place bien sur la bien cible. sûr. Voilà. Bon, voilà, voilà ce qui fait qu'on a un peu d'affection pour lui. En même temps, on est presque un peu triste qu'il disparaisse au profit de l'autre, qui est probablement plus méchant, Ouais, alors que le premier était juste con. oui. Et c'est exactement à l'image de la 5e République. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui disparaît, on l'aimait pas, mais finalement, une fois qu'il est plus là, on le regrette. Parce C'est que il y en a terrible, un hein. qui est arrivé, qui est encore plus con. Ouais. Voilà. Qui est mégalo, mais différemment encore, oui, quoi, oui, de oui, la oui. version NEC plus Ultra 2.0 de la mégalomanie. C'est quoi. exactement ça. Donc c'est un film très actuel, hein, finalement. Je veux dire, il y a tout C'est à un fait. film sur la chute de la 5ème République. Exactement. Tout simplement. Et donc, notez les enfants, la 5ème République s'effondrera à coups de robots géants. Exactement. De Marc Tesla. C'est un film prophétique. D'ailleurs, en parlant d'enfants, est-ce qu'à votre avis, un enfant aujourd'hui trouverait autant de plaisir? Alors, on n'est pas des enfants, on peut pas se mettre à leur place, mais il me semble quand même que c'est un film qui n'a pas tellement vieilli parce qu'il a un bon rythme déjà, peut-être à quelques moments au milieu un petit peu répétitifs, mais au-delà de ça, je pense que c'est un film qui tient très très bien la distance par rapport à l'époque depuis laquelle il a été produit. Je pense que ça restera longtemps un film que les enfants pourront revoir avec beaucoup de plaisir. Les et enfants bien bah, éduqués, oui, je pense. Non, mais parce que, c'est-à-dire que j'imagine que c'est pas forcément le film aujourd'hui. Si on faisait des statistiques, je pense qu'il est pas montré à beaucoup d'enfants, sauf peut-être à l'école, comme tu disais. ouais, je Mais sais pas. disons que pour nous, c'était plus facile, quoi. Nos parents l'avaient vu, Oui, vu c'est probablement L'époque oui, à la sortie. Quand ils l'ont vu, c'était à peu près l'âge auquel ils étaient. Alors, pour le coup, moi, c'était plutôt pour le deuxième visionnage. Hein. Premier visionnage, en fait, ce serait à peu près les grands-parents de certaines personnes Oui. aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc peut-être un film à transmettre, justement. Un film à transmettre, mais qui est intemporel en fait. Donc c'est pour ça, il peut pas avoir pour le coup mal vieilli. Il y a parfois des trucs qu'on aurait plus de peine à revoir aujourd'hui parce que c'était très actuel pour l'époque. Ça voulait correspondre à un moment, alors que ce film-là n'a pas d'époque en fait. Peut-être parce que c'est adapté d'un conte d'Andersen, et donc on retrouve Bien aussi sûr. l'universalité du conte, c'est-à-dire que sans dire qu'on a une morale, je pense d'ailleurs que c'est une des qualités du film, c'est de prendre au compte son caractère universel des figures qui vont incarner une idée plus grande que simplement un petit personnage dans une situation donnée. Ça incarne une idée de, bah là en l'occurrence, l'oiseau, tout ce qu'on disait sur l'oiseau. Il incarne un truc complètement intemporel en termes de rapport au pouvoir, etc. Et du coup, la forme même du film prend un peu cet apparat. Par exemple, c'est un film assez peu bavard. Oui. On a beaucoup de séquences qui sont là pour nous raconter une situation, disons, déjà souvent un gag ou un truc assez sympathique, mais au-delà de ça, où ce qui est en jeu, c'est beaucoup plus l'idée de ce qui porte la séquence que simplement une fonction narrative pour faire avancer le récit. Donc le fait que ce soit adapté d'un conte et que le film lui-même, quelque part, soit un petit peu un conte, Oui. lui confère peut-être ce caractère universel et un peu intemporel qui fait qu'on voulait aussi peut-être en reparler aujourd'hui. Tout à fait. Et moi, j'ai redécouvert du coup des références que je maîtrise plus maintenant que j'ai eu mon diplôme de l'enseignement national français. Mais tu vois, par exemple, toute la scène où il est en train de rêver, il se réveille et les peintures parlent sur les murs, il y a un côté très fantastique aussi, tu Ouais. vois, Théophile Ouais. Gautier. Tout Voilà, ça, Harry il y Potter. a un- Jean-Pierre Elkabbach, Donc voilà, il Ouais. y a des... triptyque quoi. La fameuse trinité française. Il me semble. Oui, tout à fait. Voilà, ça m'a beaucoup plu, je tiens à le dire.
Eh ben c'est parfait. Allez, bon, non, je vous interromps de façon grossière parce que nous arrivons au terme de cette émission. On pensait n'avoir pas grand-chose à dire et finalement, bon an mal an. À chaque fois ils disent pourquoi vous faites l'émission, on pensait pas avoir grand-chose à dire. Non, c'est vrai. Alors pour ceux qui se poseraient la question, on pense toujours avoir quelque chose à dire, mais on sait jamais si on va être dans notre timing habituel. Là où parfois d'autres émissions on les abrège parce qu'on pourrait faire 1 heure et qu'on s'y refuse puisque maintenant on a un nouveau format. Là on pourrait faire 1 heure juste sur l'histoire de la production du film. Voilà, c'est clair. Que nous garderons bien de faire. Évidemment. Alors, nous allons rapidement sur des recommandations. En avez-vous cette semaine Lénis, je commence par vous. Oui, moi du coup, j'ai eu un éclair quand j'ai vu justement le robot pour fendre la ville souterraine. Et ça m'a beaucoup fait penser, bien sûr, à Metropolis de Fritz Lang. Donc je vous conseille de voir ou de revoir Metropolis de Fritz Lang. Petit film méconnu. Louis? Alors moi, vraiment un petit film un peu méconnu qui gagne à être plus vu, un film très récent que j'ai découvert au festival On vous ment à Lyon. Je salue d'ailleurs toute l'équipe qui a fait un super travail cette année. Et film qui a gagné le prix du jury, Stéphane de Lucas Pastor et Timothée Hochet, qui à l'origine sont connus plutôt pour être actifs sur YouTube. C'est leur premier long métrage, il est disponible sur MyCanal et c'est un faux documentaire sur un jeune cinéaste pas très talentueux qui complètement par hasard sur un parking pendant qu'il tourne une séquence de son nouveau film d'espion assez fauché, rencontre Stéphane qui lui propose de l'accompagner et de l'aider pour faire son film, et c'est une rencontre qui va amener à tout un tas de situations loufoques. Je trouve le film très très réussi, très très drôle, et je tiens à dire que Lucas Pastor qui co-réalise le film et qui joue Stéphane dans le film est un acteur absolument exceptionnel. J'en profite pour dire que je pense et j'espère que ça va devenir un des acteurs majeur des décennies à venir, parce que je pense que c'est une des personnes les plus talentueuses actuellement en circulation, j'ai envie de dire. Je lui trouve un talent exceptionnel depuis longtemps sur YouTube, et là dans ce film-là il confirme qu'il est capable de porter un film, et je crois en réalité que le film fonctionne parce que c'est un film entièrement construit autour de ce personnage de Stéphane, et qu'il le joue, l'improvise, le travaille même par rapport au costume à la perfection. Il est d'une justesse, d'une drôlerie absolue. Le film est chouette. Et à l'intérieur de ce film, on a Lucas Pastor qui est un comédien absolument de grand talent à mes yeux. Voilà, donc je vous recommande Stéphane qui est disponible sur MyCanal. C'est rigolo, en plus. C'est noté. Alors pour ma part, puisque la semaine dernière déjà je faisais allusion à la chaîne Apple TV, puisque je rappelle à nos auditeurs, pour ceux qui auraient Canal+, qu'une fois n'est pas coutume, bordel de merde, on a eu quelque chose de gratuit. C'est-à-dire que c'est arrivé sur Canal sans avoir à payer un abonnement supplémentaire, ce qui n'arrive strictement jamais. Donc là, il y a Apple TV, il y a 2-3 merdes dessus, et notamment une série que j'ai regardée il y a peu de temps, 2 saisons, The Morning Show. Bien sûr. The Morning Show avec Steve Carell, Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Léa Salamé. Léa Salamé. Ah merde. Alors putain, le con. Et bon, de toute façon, c'était tout dit. J'arrive pas, en revanche, à prononcer vraiment son nom, à Reese. Witherspoon. Merci beaucoup. Je suis pas sûre de le dire correctement. Je pense que c'est quand même beaucoup plus proche que la salade que je venais de faire à base de yaourt, salade grecque donc. Eh bien, donc une série que j'ai trouvée vraiment formidable et qui, par les temps qui courent, est quand même, j'aime bien. Je trouve que c'est audacieux parce que là justement, on sort un petit peu des dichotomies habituelles et on est dans quelque chose plutôt en niveau de gris plutôt que blanc et noir. Et je trouve ça pas mal du tout. Tout à fait. Voilà. Et en plus, je trouve ça très audacieux de poser Steve Carell dans ce rôle. Oui. Mais il faudra découvrir la série. Steve Carell qu'on aime, qu'on adore, évidemment, toujours quoi qu'il fasse, bien sûr. Plus tard. L'émission s'achève ainsi. Donc nous vous souhaitons au revoir. Nous vous souhaitons aussi un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Oui, quel que soit le jour. Exactement. Excellente idée. Anniversaire. À la semaine prochaine. Joyeux anniversaire. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.